Tout de suite, le JT. Samedi 13 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour le 13h de suite après-midi. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Encore bienvenue à tous. Conclusion du 5e atelier zonal de relecture du projet de code pastoral tenu du 1er au 2 septembre 2025 est donc connu. L'atelier est placé sous le haut patronage du ministre de l'élevage et de la production animale et a donc regroupé tous les acteurs du monde rural pour discuter autour de cette question autour d'une même table. Et les participants ont donc rendu officielles les conclusions de cette consultation. Miss Tanga Victor a donc décrypté pour le compte d'ITV. Cet atelier a regroupé les participants venus des 4 provinces, à savoir les 2 Logone, le Moyen Chari, le Mandoul et la Tandjilé. Ils sont constitués des différentes couches socio-professionnelles, les représentants des autorités administratives, les chefs traditionnels, religieux, les fêtières des organisations des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que celles des femmes et des jeunes, soit un total de 109 participants. Pour faciliter les échanges, 3 groupes de travail sont donc constitués. Le groupe 1 a axé sa réflexion sur la gestion de l'espace et les droits d'accès aux ressources pastorales contenus dans les articles 5 à 37 du Code pastoral. Le groupe 2 s'est penché sur les droits et obligations des pasteurs et propriétaires de capital bétail et des bergers assortis des articles 38 à 71. Et le groupe 3 enfin s'est basé sur l'organisation pastorale, prévention, gestion et règlement des conflits des articles 72 à 92. Plusieurs propositions de reformulation, des ajouts et des suppressions sont à noter. L'article 9 par exemple, qui dit que les éleveurs disposent d'un droit d'usage prioritaire sur les ressources pastorales situées sur leur terroir d'attache ou d'accueil, a connu une modification majeure dans ces dispositions. L'article 11, lui, est renforcé. Les activités minières et pétrolières qui ont pour conséquence la perte des droits d'usage agro-pastoraux entraînent l'indemnisation ou la compensation de ces droits. L'article 43 également est réformulé. Il est fait obligation aux éleveurs de garder leur bétail loin des cultures maraîchères et champs des maniocs, aux agriculteurs aussi d'éviter de cultiver sur les pistes de passage des points d'eau et des aires de stationnement. La réformulation de l'article 44 fait obligation aux éleveurs de bien garder leur bétail à tout moment dans les zones de culture de crues, de manioc, etc. Dans l'article 45, il est réformulé que l'agriculteur qui souhaite bénéficier de la fumure des animaux peut avoir de contrat de parcage avec l'éleveur dignement signé devant les autorités traditionnelles. L'article 46 réformulé fixe les normes de maillage à observer dans l'implantation des puits pastoraux de manière suivante. En zone saharienne, 12,5 km entre 2 points d'eau. En zone sahélienne, 25 km entre 2 points d'eau et 50 km entre 2 points d'eau en zone soudanienne. L'article 54 mentionne que les ouvrages hydrauliques à l'usage de tout éleveur sont rationnellement exploités par l'éleveur dans le respect des droits des autres usagers pour l'abreuvement de son troupeau. En ce qui concerne l'article 59, les eaux de pluie peuvent être recueillies par tout occupant d'une aire de stationnement, d'un campement ou de tout espace. Les participants ont demandé son retrait à cause d'incertitudes sur le futur et maintien dans les zones à faible pluviométrie. Pareil pour l'article 63 où il est fait mention que les champs mis en jachère sont considérés comme des pâturages. Ils sont accessibles sans restriction aux animaux. Cette disposition est à retirer. L'article 88 a été complété. Il est écrit que tout litige ayant abouti à une conciliation entre les parties doit être considéré comme définitivement réglé. Un procès verbal est dressé à titre de constat et doit être homologué par un juge du ressort. Dans l'article 89, un nouvel alinéa qui dispose désormais que dans tout conflit lié à l'utilisation des ressources naturelles, il n'est fait recours aux juridictions compétentes qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation. Toutefois, en cas de commission d'une infraction, l'action publique doit être mise en mouvement sans la procédure préalable de conciliation.
Et puis pour le dossier de la rédaction sur les préparatifs de la rentrée scolaire, ce dossier se poursuit. Aujourd'hui, nos reporters se sont donc penchés sur la mobilisation des parents, les élèves eux-mêmes, ainsi que la disposition et l'organisation, la planification de l'avenir et la disponibilité des infrastructures scolaires ainsi que la société elle-même. Mbaïnadji Nicolas nous fait le point. La rentrée scolaire est toujours un moment déterminant dans la vie d'un pays, car elle ne concerne pas seulement les élèves et les enseignants, mais l'ensemble de la société. Elle marque le retour à la discipline, à l'organisation et à la planification de l'avenir. Sur le plan éducatif, elle représente une nouvelle opportunité pour les élèves de surpasser et de bâtir les bases de leur avenir, tandis que pour les enseignants, c'est un moment de redoublement d'efforts pour transmettre le savoir malgré les défis. Sur le plan social, la rentrée mobilise les familles qui, parfois au prix de grands sacrifices, cherchent à offrir à leur progéniture le nécessaire pour leur éducation. Elles mettent aussi en lumière les inégalités entre ceux qui disposent de moyens suffisants et ceux qui peinent à s'équiper convenablement. L'engouement des parents autour de l'achat des fournitures scolaires traduit à la fois un souci d'accomplir un devoir et une forte volonté d'accompagner leurs enfants vers la réussite. Chaque rentrée devient un moment de mobilisation familiale où l'on fait des sacrifices financiers malgré la cherté de la vie afin de permettre aux élèves d'être bien outillés pour reprendre le chemin de l'école. Sur le plan économique, cette période constitue un moteur d'activité. Les commerces, les librairies, les transporteurs et même les artisans en profitent. Mais elle met également en évidence la flambée des prix des fournitures, une autre préoccupation de nombreuses familles. Sur le plan institutionnel et politique, la rentrée interroge la capacité de l'État à assurer une éducation de qualité, disponibilité des infrastructures scolaires, encadrement des élèves, formation continue des enseignants, sécurité autour des écoles et respect du calendrier académique. La rentrée scolaire est l'affaire de tous. Tous les acteurs de l'éducation doivent accorder leur violon pour que la rentrée scolaire soit effective. Et pour les quelques faits marquants de la société, au centre de cette édition, l'on constate ces derniers temps que les gaz domestiques sont donc utilisés pour remplacer donc le carburant. Ceci alimente les groupes électrogènes ici à N'Djamena et cette pratique est de plus en plus courante. Ceci suscite donc des interrogations et le gaz surtout qui représente plusieurs avantages par rapport au carburant traditionnel. Chanel Alao a donc fait un tour dans la ville et il fait le constat dans ce reportage. La ville de N'Djamena connaît des coupures d'électricité fréquentes et prolongées, plongeant les ménages et les entreprises dans l'obscurité et la paralysie, obligeant les uns et les autres à faire recours à l'utilisation des groupes électrogènes pour remédier au déficit des coupures d'électricité. Malgré cette alternative, avoir du carburant pour alimenter son groupe électrogène est un luxe dû à la flambée des prix du super et du gasoil. Cependant, le gaz butane est couramment utilisé comme carburant pour les groupes électrogènes en raison de sa disponibilité et de son coût compétitif. Les groupes électrogènes au gaz butane sont particulièrement utilisés dans les zones où l'accès à l'électricité est limité ou inexistant. L'utilisation des bouteilles à gaz avec le générateur, nous on utilise souvent dans notre cabinet parce que d'abord des fois c'est économique par rapport à l'essence. L'essence tu peux prendre du genre tu prends 2 litres, quand tu prends 2 litres, tu ne peux pas travailler avec dans les cabinets comme pour les conceptions. Or, avec la gaz, tu peux faire un truc 6 heures, 7 heures du temps en train de travailler avec. Donc, c'est possible. C'est pourquoi on utilise souvent ça. Jusqu'avec les gaz, c'est économique. Parce qu'on a essayé même avec le carburant. Et ça donne pas. Les carburants sont chers et puis en plus, des fois, trouver même c'est un problème aussi. C'est pourquoi on utilise le gaz à la place du carburant. Même en tant que jeune entreprise, à chaque fois payer les carburants, c'est coûteux, donc ça n'aide pas aussi les activités. L'utilisation du gaz domestique pour alimenter les groupes électrogènes en N'Djamena offre plusieurs avantages, notamment en termes de coût, de fiabilité et d'impact environnemental. Cependant, il est essentiel
de prendre en compte les spécificités locales et les besoins énergétiques pour déterminer la solution la plus appropriée pour résoudre ce problème, augmenter les investissements dans les infrastructures énergétiques, promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et renforcer la capacité des institutions chargées de fournir l'électricité. Pendant que Chanel fait un tour pour s'interroger ou sinon s'intéresse donc à l'utilisation de ces gaz, autre équipe s'est donc intéressée sur les violences faites aux femmes, que l'on n'en parlera donc jamais assez. Aujourd'hui, elles sont une violation des droits humains qui nécessite une attention particulière de la part surtout du gouvernement. Sanodi Mandel s'est donc penchée, elle fait aussi le point. À l'échelle mondiale, environ une femme sur 3 a été victime de violences physiques et ou sexuelles de la part de son partenaire intime au cours de sa vie. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire en France, soit un meurtre tous les 3 jours selon le ministère de l'Intérieur. Les violences ont des effets dévastateurs sur la vie des femmes, affectant leur estime de soi, leur santé physique et mentale, leur comportement et leur participation sociale. Elles entravent également l'égalité entre les sexes. Les violences physiques sont des coups, blessures, défigurations. Les violences sexuelles sont des viols, des agressions sexuelles, harcèlement, exploitation sexuelle, grossesse ou avortement forcé. Les violences psychologiques sont des intimidations, les menaces, les humiliations, mépris, dévalorisation et isolement social sont des problèmes que ces femmes endurent quotidiennement. En général, les auteurs de ces violences croient que brutaliser les femmes et les filles est un comportement normal ou approprié. Approuvant que la société, ils estiment donc pouvoir les commettre sans aucune réprobation, constituant l'une des violences des droits humains les plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles ont un effet dévastateur sur la vie des femmes, leur communauté et la société en général. Il est temps de mettre terme à ces fléaux qui mettent en mal la quiétude de la gente féminine. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur français, environ 650 millions de femmes ont été mariées enfants, dont plus d'une sur 3 avant l'âge de 15 ans. 2 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation génitale. La majeure partie des filles sont excisées avant l'âge de 5 ans. La violence à l'encontre des femmes et des filles est une violation des droits de l'homme et une forme extrême de discrimination basée sur le sexe. Il faut dire que les facteurs familiaux sont les plus mis en avant. Manque d'attention des parents en termes d'encadrement, manque de respect de la part des jeunes filles à l'endroit des parents, manque de dialogue et d'entente au sein du couple. Et puis la rentrée scolaire, c'est donc dans quelques jours. Et pendant ce temps, les parents ne préparent non seulement les fournitures, mais aussi les uniformes des enfants, les uniformes scolaires. Et parlant de ces uniformes, ce sujet est donc débattu dans de nombreuses écoles, notamment ici à N'Djamena, au Tchad. Mais quelle est donc son importance réelle au sein de ces établissements scolaires? Chanel Alao nous en dit plus. L'uniforme scolaire favorise l'égalité entre les élèves en éliminant les disparités vestimentaires liées au statut socio-économique. Cela contribue à réduire les risques de discrimination, d'intrusion et d'harcèlement. Le port de l'uniforme scolaire est souvent associé à une meilleure discipline et à un plus grand respect pour l'institution scolaire. Cela peut également encourager les élèves à adopter des comportements plus responsables. L'uniforme simplifie la vie des élèves et de leurs parents en éliminant la nécessité de choisir les vêtements chaque jour. Cela réduit également les coûts liés à l'achat des vêtements et contribue à créer un sentiment d'appartenance et d'identité scolaire chez les élèves. Cela permet de renforcer les liens entre les élèves et leurs écoles. Certains estiment que l'uniforme scolaire aide à prévenir les distractions liées à la mode et aux tendances vestimentaires, permettant ainsi aux élèves de se concentrer davantage sur leurs études. L'école est un milieu de brassage, certes, un milieu de solidarité, mais qui nécessite une certaine unicité. Quand je parle en termes d'unicité, le premier élément fondamental qui peut faire discerner les établissements, ce sont les tenues scolaires qui sont imposées depuis quelques années par le ministère. Ces tenues jouent un rôle très important en termes ici d'uniforme et aussi en termes de style vestimentaire
Parce que chaque établissement va avoir ici son modèle de tenue qui doit être respecté par l'ensemble des élèves de l'établissement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose qui, aujourd'hui, nous permet de pouvoir échapper un peu aux dépravations de comportement que nos enfants adoptent quand ils sont dans les quartiers et autres. Donc nous devons leur apprendre à comment s'habiller, comment se comporter. La tenue joue un rôle important et permet de pouvoir aussi éviter un certain nombre de choses. L'enfant dans la tenue n'est pas aller dans les quartiers se comporter d'une autre manière. Et c'est l'image de la tenue qu'il porte là qui peut lui permettre également de se faire respecter. Certains élèves peuvent ressentir l'uniforme scolaire comme une restriction de leur liberté d'expression et de leur individualité. En fin de compte, l'importance de l'uniforme scolaire dépend de la manière dont elle est mise en œuvre et des objectifs qu'elle vise à atteindre. Il est essentiel de prendre en compte les besoins et les préoccupations des élèves, des parents et des enseignants pour créer un environnement scolaire positif et inclusif. Dernier chapitre de cette édition d'information, l'arboriculture est donc à la fois une science et un art. C'est lui de cultiver les arbres, les arbustes et autres plantes ligneuses. Bien qu'elle englobe de nombreux domaines, ce secteur reste encore méconnu au Tchad, pays de Toumaï, et Roséline Dikobois nous conduit donc à mieux découvrir. L'arboriculture recouvre la plantation, la croissance, la gestion et l'étude des arbres isolés, des arbustes, des vignes et autres plantes vivaces ligneuses. Elle se distingue de la sylviculture qui concerne davantage la gestion des forêts et des peuplements d'arbres. Cette pratique trouve sa place dans divers environnements, espaces urbains, jardins résidentiels, espaces commerciaux, terrains de golf, zones de conservation. Comment promouvoir l'arboriculture au Tchad? Dr Dolmir Malachi, directeur pays et représentant de la Wildlife Conservation Society, nous éclaire. On n'implique pas suffisamment le privé dans les reboisements et les plantations, la promotion de l'arboriculture. On n'implique pas suffisamment le secteur privé. Et le privé, pour moi, ça peut être les unités familiales. Donc, c'est des familles qui peuvent consacrer leur espace d'habitation pour tout le villageois ou même la concession pour planter des arbres. Ça peut être la famille qui décide de consacrer son champ ou bien son espace pastoral pour faire de la promotion de l'arboriculture à titre spéculatif. La question du DVA n'est pas perdue de vue. Les cultures de l'arbre qu'on appelle l'EVA, qui produit de latex, à partir qu'on fait du caoutchouc, mais c'est des milliers et des milliers de plantations. C'est des forêts, mais ça appartient à des individus. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ici au Tchad pour des essences à caractère hautement économique? Prenez par exemple la gomme arabique. La gomme arabique, ça fait de l'argent. Si vous êtes un Tchadien et que vous êtes millionnaire ou milliardaire, si vous pouvez négocier un espace rural de plusieurs dizaines d'hectares et vous mettez à planter l'acacia sénégale, qui est l'arbuste qui produit de la gomme arabique. Les arboriculteurs interviennent aussi bien sur les arbres d'ornement que sur les arbres fruitiers. L'arboriculture améliore la qualité de l'air, réduit les îlots de chaleur et gère les eaux pluviales. Elle crée également des habitats pour la faune. Au-delà de ses bénéfices écologiques, elle joue un rôle esthétique et récréatif essentiel dans nos espaces de vie. Et à 13h22, heure locale, heure de N'Djamena, c'est tout pour cette édition préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.